Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse du groupe Elis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Elis. Donc on a eu des résultats annuels qui ont été publiés. Ouverture en gap ici, mais depuis on se crache un peu, on baisse un peu comme tout le marché d'ailleurs, à cause de la guerre commerciale déclenchée par notre ami Donald Trump. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Elis? On va regarder ça ensemble. L'évolution du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 7,8% sur 10 ans, plutôt une croissance assez soutenue. Sur 2024, on a fait 6,13% de croissance, ce qui est tout à fait convenable, et c'est une croissance qui se fait plutôt par acquisition. Elis, c'est une société de services, donc ils font de la blanchisserie industrielle, ils travaillent avec les hôtels et les restaurants. Et le but, c'est de faire une expansion via la stratégie du nénuphar. Donc cette stratégie, pour les services, ça consiste à aller racheter des petits concurrents dans des zones géographiques pour avoir la part de marché la plus grande dans une zone et s'étendre ainsi de plus en plus. Donc le but, ça va être de mailler, et pour mailler le territoire, il faut faire des acquisitions. Donc on voit qu'on a fait quand même 2,5 milliards d'acquisitions sur 10 ans. Ça représente à peu près la moitié de la market cap, donc des spécialistes du M&A en fait chez Elis. En plus, c'est une belle société avec des cash flows réguliers, on va le voir. Donc le fait d'avoir des cash flows, une bonne génération de cash flow, ça permet de s'endetter à moindre coût et de faire des acquisitions. Donc excellent. Ensuite, on va regarder les taux de marge. Alors, le taux de marge brut, il est en hausse, on est à 33%, donc on n'est pas sur une activité qui a un avantage concurrentiel significatif. En revanche, comment il faut analyser ça, c'est que dans une zone géographique donnée, une fois qu'on a la part de marché principale, les concurrents en fait on les explose et on peut les racheter. Donc l'idée c'est dans des petites zones aller conquérir des parts de marché, et après ça permet de monter les prix tranquillement en étant leader de la zone. Donc 33% de taux de marge brut en augmentation depuis le début de la période, ça c'est excellent. Le taux de marge d'EBITDA suit la même trajectoire, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, on est à 31,4 en taux de marge d'EBITDA. Excellente maîtrise opérationnelle, ça c'est très bon, en absolu c'est très élevé. Le taux de marge net, lui, est beaucoup plus faible, et en fait il est impacté par le niveau de dette que l'entreprise doit supporter pour exécuter sa stratégie. Et puis évidemment le niveau de taxation exorbitant en Europe, mais ça c'est notre histoire. Donc on a 7,4%, on est au plus haut sur 10 ans, donc excellent taux de marge net, et on peut aussi regarder le taux de marge de free cash flow qui est encore plus élevé. Donc on est sur du très bon, sur Elis, on est sur une exécution exemplaire qui se passe très bien. Le moment où on va souffrir, c'est quand les taux d'intérêt montent un petit peu, parce qu'on a besoin de la dette pour exécuter la stratégie. Bon, là les taux baissent un petit peu, donc ça favorise l'entreprise. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow largement plus élevé que les bénéfices nets, c'est excellent. Tout dépend comment c'est obtenu, mais en général c'est excellent d'avoir cette situation. On a une variation pourtant défavorable du BFR, c'est-à-dire que l'entreprise a perdu du pouvoir de paiement rapide de ses clients par rapport à ses fournisseurs. Donc là c'est un bémol, maintenant ça fait que 641 millions, donc c'est pas énorme, c'est qu'une infime partie de ce différentiel. Est-ce que on a des dépréciations amortissements inférieures aux dépenses en capital? Non, c'est à peu près équivalent. L'entreprise continue à investir dans son appareil productif, donc ça c'est très bien pour la croissance future. Et ensuite, est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 3,68 milliards, donc là vous avez une bonne partie de la différence, mais il manque encore une partie. Donc allez dans le tableau de flux de trésorerie pour savoir de quoi il s'agit ici par rapport aux other non-cash items, et où se trouve la différence complète entre les free cash flow et les bénéfices nets. Si l'entreprise n'avait pas de dette, on utiliserait les free cash flow pour la valoriser. Je pense qu'il faut quand même utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA pour la valoriser, puisque, on le rappelle, la valeur d'entreprise inclut la dette. C'est dette plus capitalisation boursière. Alors, le rendement des capitaux investis, c'est une rentabilité opérationnelle. On est en médiane sur 4%, ce qui est plutôt médiocre, mais ce qui est bien, c'est qu'on est au plus haut depuis quasiment 10 ans. On est à 6% en rendement des capitaux investis, donc c'est moyen, c'est convenable, on va dire. Ça suffit à mon avis pour que l'entreprise puisse exécuter sa stratégie, et comme elle utilise pas mal de dettes, on peut regarder aussi le rendement des fonds propres, et là on va voir que on est quasiment à 10% en rendement des fonds propres, et ça c'est obtenu grâce au levier. Et donc en fait c'est une entreprise qui marche beaucoup grâce au levier de la dette. Donc le rendement des fonds propres est un peu plus pertinent ici pour mesurer l'efficience de la rentabilité de l'entreprise. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que c'est en augmentation, et que c'est plutôt un niveau plutôt élevé, qui est au-dessus de la croissance.
du niveau médian de croissance à peu près équivalent, donc on peut s'autofinancer et puis lorsqu'on a besoin, lorsqu'on voit une opportunité, hop, on peut lever de la dette pour faire une acquisition. On va regarder justement l'endettement. On est sur un peu plus de 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc 2,2 fois. C'est un niveau qui est soutenable, hein. Et puis en plus on voit que c'est stable, hein. Donc le management est raisonnable sur le niveau d'endettement. À mon avis, il se fixe une limite maximum d'endettement, mais et tant pis s'il y a une opportunité, à mon avis ils la laisseront passer s'il y a trop de dettes. À ce niveau-là, on est quand même on est un peu endetté, mais ça reste gérable. On a des free cash flow qui sont quand même, c'est 6 à 7 fois les free cash flow, hein, pour la dette. Donc si on doit rembourser rapidement la dette, il faudra baisser les dépenses en capital pour convertir plus d'EBITDA en free cash flow. Voilà. Bon, là-dessus, pas de panique sur le niveau de dette, hein, ça reste gérable. La rémunération des actionnaires maintenant, donc on a un petit dividende qui est payé, même qui est en augmentation assez forte, hein, depuis 2022. On paye 100 millions de dividendes sur le market cap de 4,81. Bon voilà, ça fait pas un dividende qui est exceptionnel non plus, hein. Ça fait 2%, un peu plus de 2% de dividendes, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a un peu de dilution sur Elis. Donc ça va être de la rémunération en action des salariés et du management. L'entreprise a quand même les moyens, à mon avis, de faire des rachats d'actions. Elle devrait faire des rachats d'actions pour au moins compenser cette dilution, vu qu'on a un payout ratio qui a par rapport au free cash flow qui est quand même à un 5e, un 6e, c'est franchement pas très élevé. Donc on a les moyens, hein. Après, je pense que le management conserve les free cash flow pour rembourser la dette et ensuite rémunérer les actionnaires. Donc ça nous donne un rendement d'actionnaire qui est proche de 2%, ce qui reste convenable. Et on va maintenant s'intéresser à la valorisation du groupe. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et alors sur 10 ans, on a une médiane de VE sur EBITDA qui est à 7, ce qui est notre limite de zone value. En dessous de 7, pour moi, on est value, c'est ma métrique à moi, hein, mais je le pense. Et on a une décote à l'heure actuelle à 5,4. On est valorisé à 5,4 fois les 12 derniers mois d'EBITDA. Donc on a quand même bien 25-30% de décote, hein. Donc à ce niveau, c'est intéressant quand même, Elis. Conclusion du dossier. Je pense que vous pouvez aller, en plus là vu que ça baisse, on peut profiter de s'intéresser au dossier, aller analyser plus en détail si on est d'accord, si la stratégie du management nous convient, si on est d'accord avec les perspectives du management, parce que quantitativement, en tout cas, c'est intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'à mettre un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.